Merci. Donc effectivement, comme vous l'avez entendu, j'ai commencé dans le monde du sprinkler il y a quelques années, hein, et je me souviens très bien à l'époque du responsable d'agence que j'avais qui me disait « Le sprinkler résidentiel en France, on en verra lorsque les poules auront des dents ». Donc aujourd'hui, je suis assez content de voir qu'enfin on parle de résidentiel de façon sérieuse et qu'on a réellement une lueur d'espoir de voir se développer le résidentiel en France. Merci bien sûr à l'EFSN et à toutes les personnes ici présentes, parce que sans, je dirais, tous ces membres de l'EFSN et également de la partie pompiers, je pense qu'on serait encore très loin de faire du résidentiel en France. Okay. Donc au niveau résidentiel, vous allez voir que je vais surtout m'appuyer sur des standards américains, hein, la NFPA et FM, puisque vous l'avez bien entendu aujourd'hui au niveau Europe, on est sur un projet de normes. Donc au niveau des standards qui existent aujourd'hui, je pense que ces standards-là, vous les connaissez, donc la NFPA. Hein, donc aujourd'hui, vous avez la NFPA 13 qui peut traiter de système résidentiel. Au niveau des risques light hazard, vous avez la NFPA 13R pour les habitations collectives jusqu'à 4 étages. Vous avez la NFPA 13D donc pour les maisons individuelles, mono ou bifamille. Et vous avez effectivement la EN 12845 aussi, qui est donc le standard sur les installations sprinkler, dans lequel vous avez des risques LH qui peuvent être également donc du résidentiel. Vous avez un guide d'installation chez FM également, donc la FM DS 2.5, qui est un guide d'installation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, donc un projet de norme au niveau de l'Europe, qui est la EN 16925. Je vais prendre moins de risques. Moi, je pense qu'effectivement, publication prévue 2018, je croise les doigts, on croise tous les doigts, janvier 2018. Bon, en tout cas, effectivement, un grand travail qui a déjà été réalisé. Hein. Donc on est vraiment, je dirais, au bout du tunnel, j'espère là. Alors, j'ai parlé de la NFPA 13R et la NFPA 13D pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Donc la NFPA 13R va traiter effectivement les habitations collectives jusqu'à 4 étages. L'installation sprinkler sera dimensionnée avec 4 sprinklers en fonctionnement à 2 litres par minute. Okay. Les composants de ce système-là devront être listés, donc surtout listés UL. Je vous expliquerai tout à l'heure les tests que l'on réalise sur les sprinklers. Le réseau doit être un réseau indépendant, donc il ne peut pas être connecté sur le réseau sanitaire. Ça doit être vraiment deux tuyauteries, 2 départs différents. Et la protection des garages qui est effectivement obligatoire. Ensuite, vous avez la NFPA 13D qui traite effectivement des maisons individuelles. Là, on en a parlé tout à l'heure, donc je pense que là, on a encore du chemin à faire pour arriver à avoir des protections de maisons individuelles. Donc là, au niveau du dimensionnement, on est vraiment sur une demande d'eau très réduite, 2 sprinklers à 2 litres par minute. Les composants peuvent être listés ou non, il n'y a pas d'obligation, donc on est vraiment là pour faire une installation, je dirais, à coût très très bas. Le réseau sprinkler peut être connecté sur le réseau sanitaire, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer que vous avez votre réseau sanitaire et sur ce même réseau tuyauterie, vous pouvez alimenter les têtes de sprinkler. C'est ce qui est autorisé sur la NFPA 13D pour les protections de maisons individuelles. Et la protection des garages qui n'est pas obligatoire. Si je reprends la NFPA 13, puisque j'avais dit que la NFPA 13, on pouvait également faire du résidentiel, à ce moment-là, on va être sur effectivement un dimensionnement de 4 sprinklers à 4 litres par minute. Suivant la EN 12845, au niveau du risque light hazard, on va être sur un dimensionnement de 2,25 litres sur 84 mètres carrés de surface impliquée. Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, effectivement, sur le temps des 3 minutes, et effectivement, on peut le voir également sur ce graphique-là. Le résidentiel, effectivement, tout est une question de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le résidentiel, ce que l'on va chercher à faire au niveau des sprinklers résidentiels, c'est effectivement de permettre une évacuation des personnes se trouvant dans le lieu où a démarré l'incendie dans des façons les plus optimales. On voit bien effectivement, ici par exemple, on peut voir effectivement qu'au bout de 3 minutes, il y a un risque d'inflammation instantanée. Donc 3 minutes, je pense que vous pouvez imaginer, c'est très très court.
Donc vous allez voir qu'effectivement, au niveau de la conception du sprinkler résidentiel, on va tenir compte de ces éléments-là. Hein. Donc qu'est-ce qu'un système sprinkler résidentiel? Un système sprinkler résidentiel, c'est similaire à un sprinkler système standard. Vous allez avoir une source d'eau, de différentes manières. Vous avez un réseau de tuyauterie, un réseau de distribution, et vous allez avoir effectivement donc des sprinklers spécifiques qu'on va appeler des sprinklers résidentiels. Hein. Donc on est tout à fait comparable à ce que l'on connaît, que l'on maîtrise aujourd'hui au niveau des systèmes sprinklers standards. Donc les sprinklers résidentiels, l'objectif de ces sprinklers-là, effectivement, va être quand même relativement différent des sprinklers standards que l'on a l'habitude d'utiliser, hein, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va les concevoir de façon à augmenter les chances de survie dans la pièce dans laquelle le feu a démarré, l'incendie. On va effectivement contrôler l'incendie, mais pas uniquement, hein, c'est-à-dire que ces sprinklers-là étaient conçus pour pouvoir arroser sur une hauteur assez élevée au niveau des murs, hein, pour effectivement éviter le flashover. D'accord? Donc comme vous pouvez voir ici au niveau de la balance, c'est vrai qu'un sprinkler résidentiel, eh bien, ça va être une balance entre, je dirais, la protection des biens et la protection des personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc si je reprends la NFPA 13 ou la NFPA 13R, on doit utiliser des composants listés, d'accord? Et donc là, en l'occurrence, effectivement, donc, le listage UL pour les sprinklers résidentiels, c'est la UL 1626, hein, donc on a vraiment un protocole de test. Hein. Je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ce sont des sprinklers résidentiels qu'on est sur des sprinklers low cost ou avec très peu de tests réalisés. Pour vous donner une ordre d'idée, on réalise environ une trentaine de tests, hein, sur un sprinkler résidentiel. Les tests peuvent être de nature différente, hein. Ça peut être un test physique sur la tête, ça peut être un test de distribution d'eau et également un test feu. Hein. Donc comme vous pouvez voir ici, effectivement, c'est un test totalement standardisé. En fonction de la surface de couverture des têtes de sprinkler, on va avoir une dimension de salle lors du test. Donc vous voyez ici, par exemple, les critères pour effectivement passer le test avec succès sont que, après donc un démarrage de feu ici, au niveau du coin, dans ce coin-là, de la zone, la température maxi autour des sprinklers ne devrait pas dépasser 315 degrés. La température maxi à 1,60 m du plancher ne devra pas dépasser 93 degrés. Et la température maxi au-dessus du faux plafond, hein, parce qu'ici effectivement on a un faux plafond, comme on peut le voir sur les photos, la température maxi ne devra pas dépasser 260 degrés. Et le dernier critère qui est assez important aussi, comme vous voyez ici, on installe ici un troisième sprinkler à l'entrée de la zone, à l'entrée on pourrait imaginer de la chambre par exemple. On rajoute un troisième sprinkler. Lors des essais, ce sprinkler-là ne doit pas s'activer. Si on passe avec succès tous ces critères-là, on a aujourd'hui effectivement un sprinkler qui peut être utilisé sur du risque résidentiel. Donc, tout ça pour vous dire aussi, hein, et peut-être aussi pour rassurer effectivement les exploitants, la partie pompier, je veux dire, on est quand même sur des sprinklers qu'on ne met pas sur le marché comme ça. Hein. C'est parce que c'est un sprinkler résidentiel, c'est un sprinkler qui passe énormément de tests. Donc on a déjà passé des tests feu, si ça peut vous rassurer sur les tests réels que vous allez réaliser d'ici peu de temps. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un point important sur un sprinkler résidentiel, c'est qu'effectivement, on doit arroser les murs sur une grande hauteur. Là, je vous ai montré une comparaison donc, entre un sprinkler spray standard à couverture étendue. Hein, donc, sur un sprinkler spray standard couverture étendue, on doit arroser les murs sur une hauteur de 760, donc de 76 cm par rapport au sol. Hein, on voit bien ici un peu la forme de la courbe d'arrosage. Un sprinkler résidentiel, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on doit arroser les murs, effectivement, jusqu'à 70 cm en dessous du sprinkler. Hein, donc ça peut être entré dans un protocole de vos tests, hein, de vérifier qu'effectivement les cloisons ont bien été arrosées jusqu'à 70 cm en dessous du sprinkler. Puisque ça, fait partie des tests que nous réalisons. Et on le voit bien ici au niveau de la courbe, hein, on est vraiment sur une courbe d'arrosage qui est beaucoup plus plate. J'ai une question. Oui. Quand vous donnez ces informations,
c'est avec hors limite en termes de taille? Ah non, non, vous allez voir, on a des limites de taille, on a des limites de surface de couverture par tête de sprinkler en fonction du débit et donc de la pression qu'on va apporter à la tête de sprinkler. Je vais y venir tout à l'heure. Donc voilà les différents types de sprinklers qui existent aujourd'hui en résidentiel. Hein. Donc là encore, vous pouvez voir qu'on a un choix quand même relativement important. Hein. On peut avoir effectivement du sprinkler caché avec un dôme, hein. On peut avoir effectivement du sprinkler caché avec un couvercle plat. Parce que j'entendais tout à l'heure parler du fait que d'éviter de pouvoir casser une tête de sprinkler accidentellement ou par effectivement une personne se trouvant dans la salle. Une des idées, ce serait effectivement un sprinkler caché avec un couvercle plat, hein, qui est beaucoup plus difficile à venir casser ou à venir activer accidentellement. Vous avez également les sprinklers qu'on appelle affleurants, hein, donc c'est vrai qu'il n'y a que cette petite partie-là qui va dépasser, donc c'est très très fin aussi, c'est pas une ampoule, hein, c'est encore autre chose. Vous avez également donc en affleurant, vous l'avez également en sprinkler, ce qu'on va appeler sidewall ou horizontal. Vous avez le sprinkler classique, donc encastré pendant, donc avec un élément thermosensible qui est une ampoule de verre remplie d'un liquide. Vous avez également la même chose en caché horizontal, hein, comme celui-ci, vous l'avez en pendant ou en horizontal. Vous l'avez également en encastré horizontal. Et pour Harry, j'ai rajouté le sprinkler résidentiel debout, qui, sauf erreur de ma part, il n'y a que aujourd'hui Viking qui le propose. Ces systèmes de sprinkler résidentiels, comme dans le sprinkler standard, vous pouvez effectivement avoir des systèmes sous eau, vous pouvez avoir des systèmes sous air, vous pouvez faire également du préaction. Donc sur les systèmes sprinkler sous air, on va effectivement proposer ce qu'on va appeler donc des sprinklers secs, mais pour le risque résidentiel, hein, donc ayant passé tous les tests qu'on a vus tout à l'heure. Hein, mais on peut également avoir donc des sprinklers secs, des dry, comme on les appelle ça, en encastré, en dôme, ou en caché, ou en horizontal. C'est où il y a un risque de gel. Là où il y aurait un risque de gel, tout à fait. Hein. Hein, puisque si on est sur un réseau rempli d'air sous pression, si vous avez une tête en position pendante, effectivement, il y a un risque d'accumulation et d'éclater la tête si effectivement on avait une formation de glaçons. Donc la conception de ces sprinklers résidentiels, donc là je vous ai mis les pendants et donc les sidewalls. Donc sur les pendants, on va être sur une surface de couverture maxi de 6,1 par 6,1, donc soit 37 mètres carrés. Un espacement mini de 2,40 m et distance par la cloison, bien sûr, de la moitié de la distance maxi entre têtes de sprinkler. Bien entendu, vous allez voir tout à l'heure, ça c'est le maximum. Hein, on a d'autres surfaces de couverture. En fonction de la surface de couverture choisie, le débit d'eau mini à apporter à la tête de sprinkler sera également plus important. Hein. Plus la couverture va être importante, plus le débit d'eau demandé sera important. Donc, vous allez comprendre très rapidement tout à l'heure avec le tableau que je vais vous présenter, le choix du sprinkler est très, très important par rapport à la demande d'eau nécessaire. Et on peut encore une fois vraiment optimiser assez facilement un système sprinkler résidentiel, puisqu'on a une multitude de facteurs K, je viendrai tout à l'heure, et une multitude de surfaces de protection possibles. Au niveau du résidentiel, on est à peu près dans les mêmes critères, hein, 4,9 et 6,1 et 2,45 m d'espacement mini. Donc voilà, je vous en parlais juste à l'instant, donc les fameux facteurs K. Alors, c'est vrai que j'étais assez surpris, j'ai fait une petite recherche chez l'ensemble des fabricants de têtes de sprinkler résidentiels, il y en a quand même quelques-uns. On a une multitude aujourd'hui de facteurs K. Je vous en ai mis quelques-uns ici, les 3 petits points, parce que je pouvais en rajouter encore au moins une dizaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je ne vais pas dire que chaque fabricant a un petit peu développé sa tête de sprinkler résidentiel avec un facteur K différent, mais on n'y est pas très loin quand même. Alors aujourd'hui, on peut dire par exemple que le facteur K standard pour du résidentiel, on va parler plutôt d'un facteur K 70 ou 4,9 en unité US. Là c'est pareil, je voudrais réagir à ça par rapport au facteur K, parce que j'entends souvent dire ouais, le résidentiel c'est un sprinkler avec un petit facteur K. Non, pas du tout. Vous voyez bien, effectivement on en a du K43, K62, K70, 75, 84. On est déjà au-delà du sprinkler standard K80. Du sprinkler, il va jusqu'à du K100, voire encore au-delà. Hein? Donc le sprinkler résidentiel, ce n'est pas un sprinkler avec un petit facteur K. Donc un facteur K de 70, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un débit mini de 49 litres par minute sur cette tête de sprinkler lorsque vous avez appliqué 0,5 bar à l'entrée de la tête. Ce sprinkler-là, par exemple, il va être optimisé pour une couverture de 4,9 par 4,9, c'est-à-dire soit 24 mètres carrés de couverture.
Hein, alors que ici, le facteur K43, le 3.0, avec un débit mini de 30 litres, il est optimisé pour une couverture à 13,7 mètres carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une installation, vous pouvez mixer les facteurs K sans aucun problème. Hein, et pour vraiment optimiser l'installation, c'est qu'il faut choisir vraiment le facteur K de la tête et la couverture en fonction de la salle qu'on veut protéger. Donc, là, je vous ai mis effectivement donc un tableau récapitulatif sur un exemple donc, de débit pression minimum avec un sprinkler résidentiel K70. K70. Donc là, vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les couvertures possibles. Donc vous avez par exemple 3,7 par 3,7, 4,3 par 4,3, 4,9 par 4,9, 5,5 par 5,5 et 6 par 6, hein, ce qui était effectivement la couverture maxi pour un sprinkler résidentiel. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que le débit mini demandé à la tête va varier en fonction effectivement de cette couverture. Hein. Si on prend ici du 3,7 par 3,7, on va être sur une demande d'eau de 49 litres, alors que du 6,1 par 6,1, 37 mètres carrés, on va avoir une demande d'eau de 75 litres, hein, avec une pression bien sûr aussi plus élevée, 1 bar 15. D'où l'intérêt des fameux différents facteurs K, parce que là j'ai pris un K70, hein, si je vous mettrais le tableau du K100, bien entendu, ici la pression pour obtenir les 75 litres, elle va être beaucoup plus basse. Comme vous pouvez le voir également, c'est qu'il y a également des écarts entre la température choisie. Hein. Si vous partez sur un sprinkler 68 degrés ou un sprinkler 79 degrés, le débit mini à la tête peut également varier. Ce qui est également important, c'est la pente de la toiture. Hein. Ces valeurs-là, par exemple, c'est pour une pente de toiture jusqu'à 9,4 degrés maximum. Dès que vous êtes sur des toitures plus importantes, là en l'occurrence, par exemple, la dernière colonne ici, c'est pour des toitures de pente maximum de 37 degrés, je crois, ou de 34 degrés, pardon, 34 degrés. On peut voir que, par exemple, si je reprends la couverture maxi ici de 6,1 par 6,1, ici on est à 75 litres sur une toiture, on va dire, plutôt plane. Dès qu'on va être sur de la toiture en pente, on va passer à 83 litres. Donc ça, tout ça, effectivement, ce sont des éléments à tenir compte lors de la conception de l'installation. Donc voilà par exemple un exemple que je voulais vous montrer, et j'ai surtout un point aussi à expliquer au niveau de la règle du S fois L. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une protection d'un petit local, donc avec 4 têtes de sprinkler résidentiel, espacement 6 m 10, c'est le maximum, 5 m 2 dans ce sens-là. En sprinkler standard, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est de faire 6,1 par 5,2 pour dire voilà la couverture de ma tête de sprinkler, que je multiplie par une densité, j'obtiens le débit à la tête. Au niveau du résidentiel, la règle du S fois L, elle ne s'applique pas. Hein. En tout cas, ça c'est ce qui est mentionné dans la NFPA 13, 13D, 13R, et je pense que dans le projet de norme, c'est également mentionné. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce cas de figure-là, le débit d'eau apporté sur cette tête de sprinkler, par exemple ici la tête A, va être de 6 m 10 par 6 m 10, et pas 6 m 10 par 5 m 20. D'accord? Ça veut dire qu'on est sur, je ne sais plus quelle était la valeur tout à l'heure de débit mini, de 75 litres hein, de mémoire. Donc ça, encore une fois, là on est vraiment dans la conception, hein, mais tout ça, ça vous montre également que, quelque part, on prend des coefficients de sécurité encore supplémentaires. Hein. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par exemple, si ici on avait eu ici 5 mètres, donc on aurait eu ici 5 mètres, donc là on avait 5,2, ça veut dire qu'on prend toujours la valeur la plus importante. On aurait fait 5,2 par 5,2. En réalité, 5,2 par 5,2, si je reviens dans mon tableau, c'est quelque chose que le fabricant n'a pas testé dans ses tests standardisés UL. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut prendre le débit demandé pour du 5,5 par 5,5. Encore une fois, vous avez un coefficient de sécurité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer le débit à la tête de sprinkler résidentiel, vous devez toujours prendre le cas le plus défavorable. Donc c'est soit effectivement la surface réelle à la tête multipliée par la densité, ou soit effectivement ce que le fabricant va demander. Hein, parce que ça, ce sont vraiment des valeurs du fabricant. Ok? Donc c'est vrai que la conception au niveau calcul, au niveau tout ça, est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en sprinkler standard. On est sur des espaces clos ici. Oui. Est-ce que sur un espace, jusqu'à quel volume, taille, on peut aller? Ah ben vous pouvez aller autant que vous voulez, ça veut dire que simplement vous allez devoir mettre une quantité de sprinkler beaucoup plus importante. Vous voyez, je vais vous montrer un autre exemple, le suivant. Non.
Par exemple, voilà un autre exemple. Hein, je vous pourrais imaginer une petite chambre et puis une petite pièce ici, une petite pièce séparée. Hein, donc vous voyez par exemple la petite pièce séparée, bien entendu ici on a quoi? On a 2,60 m par 2,40 m. On ne va pas faire 2,60 m par 2,40 m fois 2 litres si on était sur de la NFPA 13R, mais par contre on doit passer tout de suite à du 4,3 par 4,3 et regarder ce que le fabricant demande comme débit minimum. Donc ici je voudrais bien un petit peu juste me focaliser sur le sprinkler B, parce que le sprinkler B est assez intéressant. Et c'est là où je vais vous expliquer comment on peut optimiser aussi la demande d'eau. C'est-à-dire ici sur le sprinkler B, on le voit ici, il est ici, effectivement l'espacement maxi ici on a 3 mètres, ici vous avez 2,60 m, donc si on suit la règle de couverture, j'applique pas S fois L, c'est simplement toujours un carré, donc je vais dire c'est 3 par 3. Enfin ça va être, donc ça va être 6 par 6, pardon. Ok, 6 par 6. Donc ça veut dire quoi? 6 par 6, si vous vous souvenez de mon tableau tout à l'heure, ça n'existe pas, je passe sur du 6,1 par 6,1. Je regarde la demande d'eau minimum demandée qui va être de 79 litres. Et je l'applique. Par contre, si au niveau de la conception, cette tête-là, je l'aurais déplacée légèrement, pour avoir ici 2,75 m et ici 2,75 m, j'étais à 5,5 par 5,5 et ma demande d'eau à la tête était inférieure. Donc beaucoup plus intéressant. Simplement en déplaçant un tout petit peu la tête. Mais tout ça, effectivement, il faut y penser lors de la conception, lors des études. Là, je parle aux installateurs. Au niveau de réseau de distribution, donc on a dit un système sprinkler résidentiel, c'est une source d'eau, de la tuyauterie et du sprinkler. On a parlé des sprinklers. Au niveau du réseau de distribution, là c'est pareil. Il y a un petit peu de, je ne vais pas dire de fausses idées qui circulent, mais on pourrait pratiquement dire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau des réseaux de distribution, il n'y a aucune imposition d'utiliser, par exemple, du CPVC. Souvent, j'entends dire résidentiel égale CPVC. Non, CPVC fait partie d'une solution. Hein, mais vous pouvez faire du résidentiel, par exemple, en tuyauterie composite multicouche. Vous pouvez le faire en tuyauterie cuivre, ou vous pouvez le faire en tuyauterie acier, comme on fait d'habitude nos réseaux sprinkler. Hein, c'est sûr que chacun de ces matériaux a ses avantages. Hein. Si on parle du CPVC, effectivement, il y a des avantages, le multicouche aussi, il y a des avantages, et ainsi de suite. Donc si on parle du CPVC, justement, je vais commencer par le CPVC. Donc ce qu'il faut savoir au niveau du CPVC, donc là c'est du CPVC Blazemaster, et on a un représentant de Lubrizol qui est là, avec Alexander. Donc nous, aujourd'hui, là je parle au nom de Tyco, donc nous aujourd'hui nous achetons la matière, donc les granules à Lubrizol, et on fabrique dans nos usines les raccords et la tuyauterie sous la marque Blazemaster. Bien entendu, on est limité au niveau du diamètre de tuyauterie, on peut aller du DN20 au DN80, aux 3 pouces. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de réseau de système sprinkler résidentiel au-delà du 3 pouces. Ça veut simplement dire que vous pouvez connecter du CPVC sur de l'acier sans aucun problème. On a des accessoires qui permettent de passer de l'acier au CPVC. Ce qui se fait assez souvent, c'est que par exemple la colonne montante, vous allez la faire en acier, en 4 pouces, et vous allez faire toutes vos distributions horizontales en CPVC. Un élément intéressant au niveau du CPVC, c'est vrai qu'on est sur un facteur C de rugosité qui est de 150, ce qui veut dire qu'on a très peu de rugosité. Hein, donc par rapport à de l'acier, là ça va être un avantage par rapport à l'acier, c'est qu'on va pouvoir réduire d'un diamètre à peu près en moyenne, hein, puisque les paires de charge vont être beaucoup plus petites que sur de la tuyauterie acier. Bien entendu, le CPVC a également l'avantage d'être, on va dire, lors de l'installation, lors du chantier, d'être quelque chose de propre. Hein, c'est que du collage, hein, c'est simplement de l'assemblage collé. Donc il n'y a pas de point chaud, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas d'émail de fer. Enfin voilà, donc c'est quand même un chantier relativement propre. Bien entendu, l'autre avantage, c'est également le poids. Hein, tuyauterie plastique, tuyauterie acier. Si je vous donne un exemple, par exemple, sur un tube en 1 pouce, en acier, on va être de mémoire, on doit être à peu près à 2,4 kg du mètre. Sur le CPVC, on va être à 0,4 kg du mètre. Si je ne me trompe pas, Alexander. Ouais. Alors, avantage ou inconvénient, peut-être inconvénient, il y a les deux au niveau du supportage du CPVC. Comme c'est de la tuyauterie souple, on va devoir mettre beaucoup plus de support que si on était sur de la tuyauterie acier. Hein, donc l'espacement entre les supports est quand même beaucoup plus restreint. Par contre, on peut également utiliser du supportage beaucoup plus simple que ce qu'on a l'habitude de voir dans des gros réseaux sprinklers.
ça que je dis avantage, inconvénient. Donc l'autre possibilité de réseau de distribution, c'est ce qu'on va appeler donc la tuyauterie composite multicouche. Alors on voit très peu, voire pas du tout en France. Donc c'est de la tuyauterie effectivement qu'on utilise énormément dans les pays nordiques ou même jusqu'en Belgique. Harry, c'est ça, hein, Pays-Bas, Belgique, effectivement on a pas mal de systèmes qui ont été réalisés avec ce type de tuyauterie. C'est très simple, hein. Vous pouvez l'imaginer, de la tuyauterie que vous allez utiliser pour un chauffage au sol. L'avantage aussi du système, c'est que aujourd'hui, ce système-là, vous pouvez le noyer dans le béton. Alors je sais qu'effectivement, normalement, on dit un système sprinkler n'a pas le droit d'être noyé dans le béton, mais là on est sur du matériel qui est approuvé, hein. On a quand même une approbation qui est l'approbation VDS, donc allemande, et qui nous permet effectivement de noyer la tuyauterie, mais je parle bien de la tuyauterie avec sprinkler, ça veut dire ce qu'on va plutôt appeler entre nous les antennes. Hein, je n'ai pas le droit effectivement d'utiliser de la tuyauterie nue d'alimentation et la noyer dans le béton. Par contre, je peux effectivement noyer ma tuyauterie d'antenne dans le béton. Et comme vous le voyez, on est encore une fois on est limité jusqu'au DN50, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de tuyauterie distribution normalement, ou de colonne montante, ou de choses comme ça. Bon, l'acier, je ne vais pas vous en parler, vous connaissez, l'acier, on peut utiliser des raccords rainurés ou vissés, hein, vous connaissez parfaitement le principe. Alors au niveau des sources d'eau, effectivement les sources d'eau c'est un autre élément intéressant des systèmes sprinkler résidentiels. C'est que la source d'eau, on en a déjà parlé, on peut avoir différents types de sources d'eau possibles. Vous pouvez avoir une connexion au réseau haute ville, soit avec ou sans surpresseur. J'ai compris que sur le projet NERA qu'il y aura un surpresseur. Hein, donc on peut être sans surpresseur si effectivement on a la pression minimale demandée. On peut être sur un réservoir de stockage d'eau qui peut être soit en charge ou soit avec un surpresseur ou une électropompe. Ce qui est important, c'est également l'autonomie. Hein, puisque, encore une fois, là aussi, on peut optimiser. Hein, parce que si vous êtes sur un système sur lequel, effectivement, vous allez avoir une installation, enfin une source d'eau autonome, bah, l'autonomie demandée par la NFPA 13D aujourd'hui est de 10 minutes. La NFPA 13 et R de 30 minutes. La EN, on va être également sur 30 minutes. Et le projet de norme, on va être entre 10 ou 30 minutes en fonction du type de système, puisque dans le projet de norme EN 16925, on parle de 3 types. On peut se dire que le type 1, par exemple, présent dans la future norme, correspond à la NFPA 13D, le type 2 à la NFPA 13R, et le type 3 à la NFPA 13. À peu près, hein, je pense. Donc voilà quelques exemples de sources d'eau. Hein. C'est vrai que nous, dans le monde du sprinkler, on a toujours l'habitude de voir des gros motopompes diesel, des grosses réserves d'eau. Donc là, on est vraiment sur des choses très très simples, comme ici, vous pouvez le voir. Donc connexion depuis ici, l'arrivée d'eau de ville directement. J'ai juste un petit compteur et j'ai bien 2 départs différents. Donc là, par exemple, ça pourrait être une source d'eau d'une installation suivant la NFPA 13R. Donc ici, j'ai bien mon réseau sanitaire. Et ici, j'ai un autre départ avec ici ce qu'on appelle un kit indicateur de passage d'eau qui va nous donner une information lorsqu'on va avoir un passage d'eau, okay, et qui va nous donner également la pression et qui va alimenter notre réseau de sprinkler résidentiel. Là, on est sur une autre source d'eau possible. Par exemple, on est effectivement sur une petite électropompe avec sa réserve d'eau autonome. Voilà le fameux kit d'indicateur de passage d'eau. Donc le kit d'indicateur de passage d'eau sur un système résidentiel équivaut à un poste sous eau classique sur un système sprinkler standard. Je ne sais pas ce qui est prévu à... C'est à peu près ce type de matériel. Alors, je reconnais la couleur. Oui, bah ça, là on est sur un kit en CPVC, hein, et comme je l'ai dit, on peut faire aussi de l'acier sur les résidentiels, ou effectivement du cuivre ou du laiton. Donc, mais c'est effectivement donc, des indicateurs de passage d'eau qui sont prévus là. Alors, il y a indicateur de passage d'eau, puis il y a un gong aussi. Un gong également. Pour revenir sur le slide qu'il y a avant, le petit problème nous qu'on a dans les établissements de soins et sanitaires, c'est qu'on considère qu'une installation de sprinklage, elle sera considérée comme un équipement technique, au même titre que les remplissages pour chausseries, etc. Et donc un disconnecteur devient obligatoire pour séparer le risque légionnel vis-à-vis de la réglementation de février 2010. Je parle bien disconnecteur, je ne parle pas APL qui retourne, parce que les pertes de charge sont différentes. C'est vrai qu'effectivement, là vous avez effectivement d'autres composants d'une source d'eau. On va
effectivement parler donc d'un compteur d'eau et d'un clapet anti-retour de protection contre la pollution. Je précise bien, c'est pas un clapet anti-retour, c'est un disconnecteur. Le disconnecteur est obligatoire. Ah, c'est un vrai disconnecteur. Parce qu'en fait, on considère ça comme un équipement technique. D'accord. Voilà. Je voulais dire quelque chose sur Legionelle. Il y a une étude faite par une des compagnies d'eau en Bretagne, c'est Welsh Water. C'est eux qui l'ont payé et ça a été effectué par le Water Research Council, c'est l'organisme qui fait tous les aspects techniques pour l'eau en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et ils ont étudié cette question et ils ont trouvé qu'il n'y a pas de risque légionnaire. Donc il y a un rapport, il y a 3 rapports, il y a aussi un qui vient de l'Allemagne. Mais en effet, on peut faire l'analyse. Mais en pratique, le système sprinkler existe depuis plus de 100 ans et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un incident nulle part dans le monde où il y a eu un problème avec le légionnaire. Donc c'est un risque théorique. Il est vrai que s'il n'y a pas de clapet anti-retour, vous pouvez avoir un peu de contamination dans l'eau, mais ce n'est pas le légionnaire. Alors, de manière, on va dire, oui. Par la prévention du risque, on est rentré en fait, parce qu'en fait, nous, quand on a conçu, on n'est pas rentré dans le détail de la genèse, mais on a consulté les services d'hygiène hospitalière pour avoir leur avis également sur le sujet. Et par rapport à cette analyse, on a eu le retour de l'hygiène hospitalière qui nous a dit que le clapet, qu'on appliquait ça comme un équipement technique vis-à-vis de la réglementation du 2 février 2010 concernant la légionelle, donc le disconnecteur est obligatoire, c'était pas le clapet sur retour. D'accord. Donc il y a un travail là. Ouais. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et peut-être Alexander peut-être va pouvoir en parler un petit peu, c'est que l'avantage aussi du CPVC, c'est qu'il n'y a pas de risque de micro-organismes, de développement de micro-organismes dans la tuyauterie CPVC, ce qui effectivement peut être le cas dans les autres types de matériaux. Hein, c'est juste... Donc voilà d'autres composants, et donc... Oui. Une précision, c'est que le disconnecteur spécifiquement, en fait, c'est pas seulement la légionelle, c'est une protection contre la rétropollution du réseau amont. Oui, c'est surtout ça. Effectivement, parce qu'effectivement, on est quand même sur de l'eau stagnante dans la tuyauterie, donc si on a effectivement un retour vers le réseau d'eau de ville, ça peut poser des problèmes de contamination. Pour complémenter à ça, nous avons déjà notre disconnecteur d'entrée de... Ah, nous avons déjà notre disconnecteur général. Oui. En amont, nous avons aussi des piquages pour l'arrosage de l'EHPAD, de tous ces jardins. Donc nous avons notre propre disconnecteur. Oui. L'arrivée donc dans le bâtiment pour la production ECS et pour l'eau froide et pour la distribution AEP. La connexion vient donc sur l'AEP. Et à cet endroit-là où on a la connexion, comme c'est un équipement technique, on rajoute un disconnecteur spécifiquement pour le recyclage. Ok. Pour être vraiment exhaustif sur le sujet. Le dernier composant, et je vais terminer là-dessus, qu'on peut effectivement aussi avoir sur des systèmes sprinkler résidentiels, je vais appeler une vanne de dérivation, hein. Vous pouvez comprendre très facilement. Encore, vous voyez qu'on essaie vraiment de simplifier au maximum ces types d'installations. Ici, vous avez votre connexion vers le réseau d'eau de ville. Ici, vous allez vers votre réseau sprinkler. Ici, vous allez vers votre réseau sanitaire. En conditions normales, vous avez effectivement le réseau ici, pression, avec une pression d'eau qui va pousser sur le piston. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau va seulement pouvoir partir vers le sanitaire. Hein, c'est-à-dire que si vous allez demander de l'eau sur votre sanitaire, il n'y aura que de l'eau qui va passer à cet endroit-là. Si jamais on devait avoir une tête de sprinkler qui s'active, donc chute de pression au-dessus du piston, le piston va se soulever, on va bloquer le passage d'eau vers le sanitaire, hein, puisque j'espère qu'en cas d'incendie, on n'a pas plus besoin d'aller aux toilettes. Hein, et donc ça veut dire que toute l'eau va être disponible pour le sprinkler. Voilà, merci.